Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir accepté l'invitation de passer une demi-heure de votre pause de dîner avec la Fondation Duco, Centraide-Laurentide et l'organisme La Maison Pause Parents. Tout d'abord, je me présente, Kelly Leonardo, conseillère au développement et aux relations publiques à la Fondation Duco. Ça fait maintenant 4 ans que je suis ici et même que je suis une fière diplômée de l'UQO. Donc, oui, j'ai mon université à cœur. Je suis accompagnée ce midi de Marisol Perrault-Desharnais, directrice générale adjointe et développement philanthropique chez Centraide-Laurentide. Bonjour Marisol. Bonjour, merci de l'invitation ce midi. Merci d'avoir accepté. Et tu nous présentes aujourd'hui Manon Pérusse, directrice générale à la Maison Pause Parents. Donc, merci Manon de te joindre à nous. Ça me fait plaisir. Donc, nous avons décidé de discuter ce midi de façon très relaxe des enjeux que nos organismes ont dû faire face au cours de la dernière année et demie, oui, bientôt 2 ans, de l'importance de la mobilisation de nos communautés et de la façon que les gens peuvent contribuer à nos différents organismes. Donc, comme j'ai dit, on a fait face à plusieurs enjeux. Je crois que vous êtes d'accord avec moi, les filles. Et je suis curieuse de savoir quels ont été justement les plus gros enjeux. En mars 2020, lorsqu'on annonce qu'il y a une pandémie, c'est le confinement, nos métiers nous demandent justement beaucoup de relations humaines, de faire de la sollicitation. Ça a été très difficile. Je ne sais pas pour vous, moi personnellement, justement, nos relations humaines ont été très affectées. Ça a été difficile justement de garder le momentum parce que nous, personnellement, la Fondation Duco, on avait lancé une campagne majeure en janvier 2020. Et donc, 2 mois plus tard, de là avoir de devoir mettre le frein là-dessus, ça a été difficile. Donc, j'aimerais vous entendre là-dessus. Oui, ben en fait, je vais commencer au niveau de Centraide-Laurentide. Je vais vous résumer un peu ce qu'est Centraide. Vous savez, c'est un gros parapluie qui supporte plusieurs organismes. Et notre mandat premier, c'est d'aller chercher de l'argent auprès des entreprises pour ensuite la redistribuer aux organismes. Bien sûr, avec la pandémie, il est arrivé des arrêts de travail, des gens qui allaient en télétravail aussi, tout ça. Donc, ça a été extrêmement compliqué d'avoir un lien avec les entreprises parce que même eux n'avaient plus de lien avec leurs propres employés ou en tout cas, c'était compliqué. Fait que notre gros problème au départ du côté d'aller chercher l'argent, c'était vraiment de garder le lien avec les entreprises. Bien sûr, notre mandat par le passé, c'était d'aller faire des présentations en entreprise, d'aller solliciter les employés, tout ça. Donc, c'était plus possible. Donc, il a fallu se créer des outils, faire des Teams, des Zooms et tout ça. On s'est adapté. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ça nous a permis de gagner du temps au bout du compte. Un coup que tout ça était établi, installé et que les gens étaient habitués de faire des appels comme ça, ben on sauvait du temps de voyagement, on sauvait du temps aussi pour rassembler des gros groupes. Donc ça nous a permis quasiment de faciliter tout ce travail-là. Ben, c'est certain qu'en entreprise, par exemple, c'était plus compliqué pour se mobiliser, pour faire des activités aussi de levée de fonds et tout ça. Il était moins question de vendre des muffins pour ramasser de l'argent ou de faire des marches ou de faire des dîners spéciaux et tout ça. Donc, c'est sûr que chaque entreprise qui avait l'intention de se mobiliser pour donner à Centraide-Laurentide, ben, il fallait qu'ils pensent autrement, puis aller plus en mode aller chercher l'argent seulement sans faire d'activité comme telle. Donc, c'est sûr que ça a brisé un peu les habitudes de dons des donateurs et tout ça. Fait que ça a été comme un enjeu. L'autre enjeu, puis Mme Pérusse pourra compléter assurément, c'était au niveau des organismes, de les supporter là-dedans, de les aider, tant au niveau du service qu'ils pouvaient donner à leurs usagers, mais aussi dans toutes les restrictions, le gel, les masques, tout ça, ils n'étaient pas équipés. Donc, je vais laisser la parole à Mme Pérusse pour ce volet-là, mais je suis curieuse d'avoir le commentaire de Manon parce que vous faites de l'accompagnement physique, là, je dirais maintenant on dit présentiel, avec des familles. Donc là, ça a été un gros enjeu là, pour le déroulement de vos activités normales. Oui, tout à fait, parce que nous, on est une maison de la famille.
on offre des services pour les familles qui ont des enfants de 0 à 12 ans. Donc, puis on va avoir 30 ans en janvier prochain. Donc, nous, en mars, quand toute la pandémie était arrivée puis qu'il a fallu tout fermer, c'était la première fois de l'histoire de l'organisme que l'organisme fermait ses portes, tout simplement. Puis là, on savait pas, c'était difficile d'avoir les consignes, qu'est-ce qu'on fait, comment on s'organise. Alors, l'équipe est partie, tout en télétravail. Puis là, on a décidé de faire des activités en virtuel. On faisait des bricolages avec les familles en virtuel. On allait livrer, on préparait tous les bricolages. On allait les livrer à domicile. Puis ensuite, on les faisait tous ensemble là, par Zoom avec les parents, les enfants. Ça a été beaucoup, beaucoup de soutien aussi au niveau psychologique, qu'est-ce qu'on on a offert. Parce que là, les familles disaient, ben là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on retourne les enfants à l'école? On les garde avec nous? Ça a créé beaucoup, beaucoup d'anxiété parce qu'on ne savait vraiment pas, comment, les parents ne savaient vraiment pas quelle décision prendre ou où se diriger. Oui. Fait que là, nous, à chaque semaine, on avait environ 80 familles qu'on téléphonait toutes les semaines pour savoir comment ça va, qu'est-ce qui se passe chez vous, avez-vous besoin d'aide au niveau alimentaire, avez-vous des difficultés? Oui, parfait, on s'en va vous porter des cartes cadeaux d'épicerie. Il y a même une chef de la tablée des chefs qui a cuisiné des repas pour nous. Elle venait nous les livrer. Puis là, nous, quand il y a une famille, on savait qu'elle était en difficulté au niveau de l'alimentation, on allait livrer les repas directement à domicile aussi pour leur offrir un soutien aussi. Puis, tu sais, le fait, là, juste d'aller porter des repas à domicile, puis de jaser, tu sais, les parents étaient sur le balcon, puis l'intervenant... Ça fait du bien, oui. Ça leur faisait vraiment du bien. Puis, tu sais, la livraison, là, elle ne durait pas juste 5 minutes. Là, elle pouvait durer 30-40 minutes souvent, là, parce que les parents avaient besoin de voir d'autres personnes, là. Fait qu'on a fait ça vraiment tout le printemps. Puis après ça, en septembre, on est revenu de façon on est revenu en présence, de façon hybride, si je pourrais dire. On a fait des activités en présentiel, on a fait des activités en virtuel, mais on a dû diminuer tous nos ratios de groupe parce qu'on ne pouvait pas revenir à pleine capacité. Par exemple, nous, on offre des services à la halte garderie communautaire. La halte garderie, on peut accueillir 13 enfants, mais selon les normes sanitaires, on pouvait en accueillir seulement 4. Okay. Donc, une famille à la fois, quand on est revenu en septembre. Fait que c'est tous des ajustements comme ça qu'on a dû faire, puis tout l'automne pour retourner en janvier ensuite, après ça, refermer complètement. Parce que là, on était... Et en plus, avec le couvre-feu aussi, là, ça a dû être un défi. Oui, ça a été tout un défi parce qu'après ça, tu sais, nous, on a des groupes de pères aussi, puis les groupes de pères, eux, ils voulaient continuer à se rencontrer malgré tout. Fait que ce qu'on a décidé de faire, ben, c'est qu'on a écrit une lettre aux pères. Fait que quand ils venaient aux activités le soir, il y avait une lettre comme quoi que même s'ils dépassaient le couvre-feu, ils avaient le droit parce que c'était comme un service essentiel auquel qu'on leur offrait tout ça, là. Fait que oui, ça a été beaucoup d'adaptation puis beaucoup de nouveautés pour nous, puis aussi pour l'équipe, là, parce qu'on est une équipe de 9 employés, puis à chaque fois, il fallait dire, OK, comment on fait ça? Comment on s'organise? Tu sais, c'était vraiment, c'est ça, ça a été vraiment, tu sais, nos activités, comme vu la discipline, on les donne toujours en présentiel. Là, on les a données en virtuel. Fait que là, les intervenantes, il a fallu qu'ils montent des PowerPoint pour bonifier leur présentation. Ben, c'est ça. Ça m'amène à mon point de comment on innove en tant qu'organisme, comment on innove en temps de pandémie. Tu sais, justement, Manon, je vois que vous avez fait beaucoup d'activités en virtuel. Vous vous êtes adapté de cette façon-là, mais c'est quand même quelque chose, là, parce que justement, une maison de la famille, tu es supposé d'accueillir tes gens, tes enfants à faire des activités. Fait que de le faire en virtuel, évidemment, c'est un baume sur la plaie, mais c'est pas comme la vraie chose, là. Non, c'est ça, parce que nous, on est un milieu de vie. Ben, oui. Bien souvent, les familles nous disent « Ah, aller à la maison pause-parents, c'est aller à ma deuxième maison. C'est ma deuxième famille. Ouais. » Fait que là, quand on a recommencé la deuxième fois à faire des activités en virtuel, là, les familles nous disent « Ah non, ça ne nous tente pas. Nous autres, on veut pas, c'est pas ça qu'on a besoin. » Tu sais, fait que là, on a vu une baisse d'achalandage au niveau des activités virtuelles parce que c'est ça, les familles, c'est pas ça qu'ils voulaient. Ce qu'ils voulaient, c'est revenir. Ouais. Fait que là, on est revenu en présentiel. On a recommencé nos activités.
cet automne. Mais là, c'est sûr qu'on ne revient pas à pleine capacité encore là. Mais là, au lieu d'avoir 13 enfants à la halte, on en prend 8. On a augmenté un petit peu. Dans nos ateliers, on a augmenté aussi le nombre d'adultes tranquillement. Fait que c'est ça. Mais on est revenu à 100% présentiel parce que c'est ce que les familles voulaient vraiment, là. Puis de ton côté, Marisol, au niveau de l'adaptation, l'innovation, comment vous avez fait pour essayer de changer vos façons de faire puis vos relations avec les organismes que vous venez en aide? Ben, oui, ben en fait, ça a été beaucoup de Zoom, là, ça c'est sûr. Ça a été comme ça qu'on s'est organisé, puis eux aussi s'organisaient comme ça. Fait que ça nous a vraiment sauvés. Ça a été la façon dont on a réussi à maintenir nos relations et tout ça. On aurait voulu se réinventer d'une autre manière, mais il n'y en avait pas d'autre. Mais ce qu'on a compris, c'est que ça facilitait les choses. Puis, quand on a eu la première campagne, oui, on ne pouvait pas se rencontrer, mais à la deuxième, on était mieux rodés, si on veut. Ouais. Donc, on a fait des présentations qui étaient peut-être plus élaborées. Les compagnies, les entreprises chez qui on va chercher l'argent ont été plus ouverts aussi. On a pu faire quelques présentations en présentiel aussi, même pas mal cette année. Ça a été vraiment agréable pour ça. Puis, nous, ce qu'on a fait pour essayer de mousser notre notoriété, parce que pendant que Centraide fait des présentations à gauche, à droite, ben on se fait moins voir aussi et tout ça. Ben on s'est fait une campagne. On est allé auprès des médias pour voir s'ils ne pouvaient pas nous aider avec ça. On a aussi, on s'est collé à certaines activités sportives extérieures parce que c'était possible. Ouais. Donc, on s'est collé au demi-marathon de Saint-Sauveur, à l'Ultrenza, un tournoi de soccer, tout ça. Fait qu'on pouvait se réunir à ce moment-là, c'était permis. Ça nous a permis, en tout cas, de respirer un peu, puis de retrouver un semblant de vie qui est normal. Puis je vous dirais que pour les prochaines campagnes, on va probablement continuer de faire comme ça parce qu'on s'est trouvé quand même assez efficace, honnêtement. Ben, c'est certain qu'il y a des industries pour lesquelles on allait chercher de l'argent qui y ont goûté pendant la pandémie. Fait qu'il y a certains domaines que ça a été plus difficile, mais il y en a d'autres pour qui ça a vraiment été favorable, cette pandémie-là. Je pense à l'alimentation, il y a plein de domaines qui ont, la construction. Été chanceux, oui, ouais. Qui ont été chanceux. Fait qu'on a eu des nouveaux donateurs, si vous voulez. Fait que, en fin de compte, ça a bien été. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'on a aussi été capable d'obtenir un fonds d'urgence du gouvernement aussi pendant la pandémie qui a favorisé beaucoup d'organisations qui a été faite dans les organismes. Madame Pérusse pourra nous en parler, mais on a reçu des fonds et le gouvernement est passé par Centraide pour redistribuer les fonds. Donc, ça fait qu'on a travaillé encore plus parce qu'habituellement, dans une année, on a une attribution, mais là, on a eu 2 puis 3. Donc, on a travaillé très fort, mais ça a été d'un soutien incroyable d'avoir ce fonds d'urgence-là. Ben, ça vous donne un second souffle, tu sais. Ben oui, puis c'était surtout pour les besoins urgents pour justement satisfaire aux demandes gouvernementales par rapport à la COVID. Donc, c'était ça, c'était en plus d'avoir des besoins, la communauté a des besoins criants à cause de la pandémie, ben, les organismes avaient des dépenses supplémentaires à faire. Fait que le gouvernement a pallié à ça. Fait que ça nous a vraiment aidé, ça, c'est sûr. Non, mais je retiens quand tu dis de maintenir les relations. Pour nous aussi, ça a été important pour notre campagne. On avait un cabinet de campagne, on a un conseil d'administration. Donc, juste le fait qu'on a pu maintenir nos rencontres, mais de façon virtuelle, juste de garder cette relation-là, puis de leur démontrer que on est encore actif, qu'on y croit encore en ce qu'on fait, puis qu'eux sont au rendez-vous, ça fait du bien. Puis, tu sais, ça nous a permis aussi juste de nous repositionner et de prendre un recul puis de revoir nos façons de faire. Tu sais, je pense d'innover. Nous aussi, à notre niveau, oui, la sollicitation, évidemment qu'elle a été moins présente, mais on a fait plus du communicationnel. Donc, on a organisé des webinaires sur les dons planifiés, sensibiliser les gens à comment donner. Tu sais, c'est pas juste de faire un chèque. Il y a tellement de façons de donner et des façons qui vont être très avantageuses pour le donateur. Donc, ça aussi, cette optique-là d'information, nos communications, d'être plus actifs sur les médias sociaux, c'est l'avenue qu'on a pris. Puis avec le retour à la normale, puis aussi du monde des affaires, ça nous a aidés. Là, on voit que là, il y a un intérêt
Nos rencontres sont beaucoup plus fructueuses, donc on est vraiment, vraiment content de ça. Et aussi, au niveau de l'université, il y a un peu plus de vie. Maintenant que nos étudiants sont en présentiel, il y a vraiment une meilleure effervescence qu'il y avait l'année passée, évidemment, là. Donc, pour résumer, donc, on s'est adapté. Là, je vous parlais de différentes façons de donner. Si vous avez un message à donner justement aux gens qui sont curieux sur vos organismes, que ce soit Maison Pause Parents ou Centraide, on n'est pas obligé juste de donner, comme je disais, un chèque ou tu fais un don puis c'est tout. Il y a tellement de façons de donner. Avez-vous quelque chose à dire là-dessus? Manon? Rajouter, c'est qu'il y a plusieurs façons de donner. Comme nous, il y a des gens qui nous donnent du temps. Oui. J'ai beaucoup de bénévoles qui viennent nous aider. On a des grands-mamans qui viennent nous aider à la halte garderie pour s'occuper des enfants. Puis là, la pandémie a fait en sorte qu'on a dû annuler nos activités d'autofinancement. Mais quand on peut faire nos activités d'autofinancement, c'est une centaine de bénévoles qui viennent donner du temps là, pour nous 2 fois par année là, pour notre organisme, pour nous aider. C'est primordial, les bénévoles, là. Oui, c'est ça. Puis il y a des gens qui viennent nous faire des dons de nourriture, des dons de vêtements, des dons de jouets. Fait que oui, il y a plusieurs façons de donner. Je dirais que Centraide Laurentide est un peu un catalyseur de ça parce que justement, nos entreprises qui donnent à Centraide, oui, ils veulent donner de l'argent, mais aussi ils veulent donner un peu plus. Fait que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on devient un peu, on entend nos entreprises qui nous disent, exemple, on serait 15, on voudrait aller aider. Donc, nous, on va voir auprès de nos organismes, on connaît leurs besoins, fait qu'on peut faire des matchs comme ça. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment le fun. Évidemment, l'année passée, ça a été un peu plus difficile, mais là, ça reprend. Je trouve ça favorable pour les organismes parce qu'ils se mettent en contact avec des nouveaux bénévoles. C'est le fun aussi pour ces bénévoles-là, ces employés d'organismes-là, parce qu'ils n'ont peut-être pas goûté à offrir du temps. Et puis ça devient très valorisant. Et quelle activité fantastique pour faire du team building en entreprise, joindre l'utile à l'agréable. Fait que ça, c'est certain que oui, il faut donner du temps, en tout cas quand on peut, c'est certain. Oui. Ah non, je suis d'accord avec vous. On sous-estime parfois le rôle d'un bénévole, mais que ce soit juste pour être présent à l'organisation d'un événement ou que ce soit pour un soutien administratif. Tu sais, parfois, c'est juste par exemple, tu fais un publi-postage, ben tu as besoin des bras pour faire les enveloppes. Fait que tu sais, des fois, on y pense pas, mais avoir 2 autres paires de main, là, ça peut vraiment, vraiment aider une équipe. Donc, sur ce, je ferai un dernier tour, pas un tour de table, un tour d'écran. Mais si vous avez l'ultime message à donner à la communauté interne de l'UQO, que ce soit les étudiants ou notre personnel, employés, professeurs, quel message mobilisateur vous avez à leur donner? Ben moi, je voudrais dire qu'on n'est jamais à l'abri d'avoir besoin des services d'un organisme. Ne jamais sous-estimer ça. On connaît tous quelqu'un qui aurait besoin ou qui a eu besoin. Donc, que ce soit par rapport à l'alimentation, à l'isolement, à la santé mentale, la violence conjugale, ce sont tous des choses qu'on n'est pas à l'abri. Donc, ne jamais se mettre la tête dans le sable, c'est vraiment ça. Et quand on peut donner, pourquoi pas? Voilà. Oui, je suis tout à fait d'accord, Marisol, parce que la pandémie nous a apporté aussi une nouvelle clientèle. Tu sais, des gens là, qui disaient, ben là, j'ai pas de travail pour l'instant, ben là, j'ai le temps de venir faire des activités avec mes enfants. Ou, tu sais, il y en a beaucoup aussi que le stress de dire, la garderie est fermée, les classes, on fait l'école à la maison, les classes sont fermées. Fait que là, ça a amené des nouvelles familles chez nous, des nouveaux besoins aussi. Fait que oui, fait que la pandémie a amené tout ça. Puis je veux juste dire que nous, on travaille aussi beaucoup en collaboration avec l'UQO à différents niveaux. On accueille des stagiaires, que ce soit en psychoéducation, en soins infirmiers, dans plusieurs domaines. Et on travaille beaucoup avec le département de psychoéducation là, au niveau des recherches, de l'évaluation et tout ça. Donc, tu sais, là, le milieu communautaire, là, collabore beaucoup là, avec les partenaires publics-privés là, aussi. Ben, merci beaucoup. Puis moi, j'ajouterais aussi que
c'est, comme tu disais, Marcel, on n'est jamais à l'abri. Puis si je peux lancer un message justement à ma communauté, à l'UQO, c'est que oui, ça a été difficile. On a toutes nos vies personnelles. Il y a beaucoup de gens qui ont des enfants à la maison, qui ont dû pallier le télétravail, avoir les cours à la maison. Mais on a quand même été chanceux à l'UQO parce qu'on a pu garder notre travail. Puis parfois, ça n'a pas été toujours le cas pour nos étudiants. On a beaucoup d'étudiants justement qui ont des enfants, qui ont perdu leur travail, mais qui ont quand même dû poursuivre leurs cours, poursuivre de payer leurs frais de scolarité. Donc, il ne faut pas non plus oublier qui est notre clientèle première, puis c'est nos étudiants. Puis, tu sais, un 2 par paye, ça se fait très bien. Un 5 par paye, parfois, ça donne beaucoup, beaucoup au bout du compte. Puis, si ça peut être un aide financière, ça puisse donner une bourse à un étudiant, c'est tellement important. Donc, faut pas oublier ça. Puis, je parle beaucoup des bourses parce que ça a été la raison première de la création de la fondation. Mais il y a tellement d'autres projets aussi à l'UQO que les gens peuvent apporter de leur aide, que ce soit pour l'enrichissement de la vie étudiante, le développement des programmes, le sport étudiant. Vraiment, c'est libre aux donateurs que vous voulez donner à la fondation ou à Centraide. Mais l'important, c'est de donner. Il n'y a pas de petits dons. Effectivement, oui. Tu as tout à fait raison. C'est tous les petits dons qui s'accumulent. Qui s'accumulent. Effectivement, c'est chacun fait son bout de chemin, puis ça devient vraiment un gros montant à la fin. Donc, merci beaucoup les filles d'avoir passé ces quelques minutes avec nous. Puis, cette entrevue-là, cette discussion-là va être enregistrée. Donc, on va pouvoir le partager à la communauté de l'UQO. Et donc, on espère que les gens vont être généreux. Alors, donnez. Merci, bonne campagne. Merci de la générosité aussi. Merci.